Donc les signataires du pacte Dutreil. Signataires du pacte Dutreil, personne physique, personne morale. Mais j'insiste, je préfère les signataires à des réputés signataires. On a vu que mes enfants ne participent pas au capital de la société opérationnelle, je leur donne des titres, ils sont réputés signataires. Ils deviennent réputés signataires au moment de la donation. La qualité de réputé signataire n'est acquise qu'au moment de la donation. Chez moi, non. Moi, je considère que tous mes enfants doivent signer le pacte Dutreil et non pas être réputés signataires. J'aime pas le Canada Dry. Donc, le signataire de l'engagement collectif, et on va voir quelles sont les conditions d'entrée et de sortie des associés. Souvenez-vous, le petit sac de billes. J'ai ouvert le petit sac de billes au moment de la donation, après, on ferme. Donc, pendant la période entre la signature du pacte Dutreil, de l'engagement collectif de conservation et la donation, presque toutes les opérations sont autorisées. Ce qui n'est pas autorisé, c'est les opérations en capital. Donc j'ai intérêt à réfléchir si je dois créer des holdings restructurés avant le pacte Dutreil. Ce que je préconise souvent, quand je suis en présence de holdings. J'aime pas les holdings. Voilà. Moi j'aime bien quand une holding détient, quand c'est possible, pas plus de 5% du capital et des droits de vote de sa fille opérationnelle. Sinon, vous voyez bien que fiscalement, c'est une holding, c'est très pénalisant. Quand vous considérez la fiscalité dans son ensemble, y compris à un moment donné pour profiter de la vie, à quel coût il va sortir des liquidités. Donc pour moi, la holding, c'est un piège. Je vais reporter l'imposition, je vais pouvoir investir, c'est très bien pour le jeune entrepreneur. Mais pour moi, les opérations d'apport-cession, pour un chef d'entreprise qui est bien avancé en âge et qui n'a pas envie, qui a envie un peu de freiner, c'est une hérésie. Une hérésie. Mais vous avez des vendeurs, des CGP, des vendeurs, il faut qu'ils en vivent, non? Donc il y a toute une industrie qui s'est construite sur l'apport-cession au détriment des intérêts du client. Donc, et je regarde s'il n'y a pas matière plutôt, vous voyez, à faire éventuellement des fusions-absorptions. Absorption par le bas. C'est l'opérationnel qui va absorber la holding et la faire disparaître préalablement à mes opérations Dutreil. Ça m'arrive souvent. Pourquoi? Parce que, vous voyez bien que, au plan fiscal, si ce n'est que ça, non, il y a d'autres raisons, mais au plan fiscal, si je fais mes opérations, si je fais des opérations donation-cession, donation-cession, donation, apport-cession, mais on veut dire donation-cession. Moi, j'intercale l'opération d'apport à société. Donc, donation-cession. Si j'ai une holding qui détient 100% de la fille opérationnelle, je donne les titres de la holding ici, même si elle est animatrice. Personne ne va vouloir racheter les titres de ma holding. Tout le monde va être intéressé par l'acquisition de l'opérationnel. Donc, regardez la différence. Je détiens une société opérationnelle ou alors elle est détenue par une holding. Je fais donation, cession. Donation, je ne peux pas vendre la holding, donc qui va être cédé? C'est la société opérationnelle. Et donc, on va avoir des liquidités emprisonnées dans une structure à l'IS. Ici. Si en plus elle est détenue par une société civile allière, donc donation, apport, vente, eh bien à ce moment-là, vous voyez bien que les enfants apportent à la holding allière, elle vend, et donc vous voyez bien que les liquidités sont directement de la société allière. Le coût de la sortie, 0 à 30% quand même aujourd'hui. Mais je ne peux pas faire ça si c'est par une holding, puisque ici, si je détiens une holding, la stratégie est inapplicable. Je donne et j'apporte à une société allière, une société civile allière, qui détient la holding, qui détient la société opérationnelle, j'ai pas résolu le problème. Seul l'acquéreur voudra acheter les titres de la société opérationnelle. Donc, le coût fiscal, il est même que celui-là.
Donc quelquefois, wow, quand c'est une opération patrimoniale que vous avez citée d'ailleurs, mes enfants héritiers non repreneurs, pour qu'ils puissent vendre directement, enfin indirectement par une société civile alliée, il lui fallut faire fusion-absorption par le bas. Par le bas, pas par le haut, pas une TUP. Pourquoi pas une TUP? Parce qu'une TUP, on ne peut pas faire de TUP à l'envers. C'est pour ça que les avocats fiscalistes vont vous proposer une TUP, parce que c'est plus simple. Donc ils vont dire, fusion par le haut. Mais c'est dommage, parce qu'on perd l'antériorité, d'abord, de la structure opérationnelle, donc avec éventuellement un abattement renforcé, on le perd. Donc non, c'est la société opérationnelle qui doit avaler la mer avant les opérations du trail, pour repartir sur des bases. Je pars de rien. Ça va? Donc, entrée et sortie des associés. Alors, curieusement, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Une fois qu'on a ouvert le petit sac de billes, on dit, tiens, combien de billes tu veux mettre? Combien de billes tu veux mettre? Donc, une fois qu'on a décidé combien de billes on met, on ne peut plus changer d'avis. Ça veut dire que j'ai mis des billes et je ne peux pas en rajouter. Curieusement, un étranger, lui, il peut arriver et mettre ses billes. Mais, voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Personnes physiques signataires et les personnes morales, les sociétés interposées, avec toute la complication des sociétés interposées. Et j'ai bien noté que je vous dois le mode de calcul pour l'exonération de 75% applicable aux sociétés interposées, premier et deuxième niveau d'interposition. Ensuite, on verra la donation des titres et on verra enfin quelles sont les opérations autorisées ou non. Mais souvenez-vous, coucher, pas bouger. Je n'ai pas la peine de savoir tout ça à la rigueur pour demain appliquer mes dispositifs du trail aux clients qui n'ont pas encore signé avec moi. C'est maintenant. Après, moi, je vous invite à le faire signer tous vos clients avec un pack du trail, sauf ceux qui veulent vendre dans moins de 6 ans. Vous calculez les avantages avec la donation. Si vous avez le temps, vous vous formez aux donations, sinon vous le faites ailleurs. Mais attention, l'acte qui rémunère, ce n'est pas le pack du trail, c'est la donation, hein, souvenez-vous. Hein. Il y en a qui prennent 1%, c'est le tarif non négociable, enfin négociable à 40%. Et c'est ça qui rémunère. Et en plus, vous le ferez mieux que ceux qui ont l'habitude de le faire. Je dis, et en plus, moi je vous permets de faire une économie d'une génération de droits de succession. En fait, est-ce que ça vous intéresse? J'ai jamais entendu non. Jamais. L'entreprise familiale. Ah. C'est plus que son bébé parfois. Hein. C'est le bébé du chef d'entreprise. Il ne faut pas rigoler avec. Donc voilà. Donc les signataires doivent avoir la qualité d'associé et on peut signer plusieurs pactes du trail. C'est valable pour les entreprises assez importantes pour fluidifier les titres. Je signe un pacte général, mais je veux autoriser une personne à sortir. Attention, la personne qui sort peut remettre en cause l'avantage pour tout le monde. Mais si je signe plein de pactes en étoile comme ça, je veux peut-être faire abîmer un pacte, mais tous les autres, ils seront valables. Et on a vu qu'en présence d'une holding, je signe à plusieurs niveaux. Voilà, c'est autorisé. On peut signer à plusieurs niveaux, on peut signer sur les mêmes titres, on peut signer sur des titres différents. Mais attention, la fonction de direction doit être exercée pour chaque pacte. D'où encore la force de la personne morale, signataire, dirigeant. Donc c'est la SAS. La SARL ne permet pas. Et on va voir quelles sont les possibilités d'entrée et de sortie des associés ou de titres, les personnes physiques et les personnes morales, signataires, les sociétés interposées. Entrée et sortie des associés, on est toujours avant la donation. Souvenez-vous, le sac de billes est ouvert, on ne l'a pas encore fermé. Donc pratiquement toutes les opérations sont possibles, sauf la cession à un non-signataire, celui qui cède perd le bénéfice, les autres le conservent dès lors que les conditions sont respectées, à savoir la fonction de direction et le seuil de détention de 34 et de 17%.
Et donc tous les signataires peuvent entre eux procéder à des cessions de titres, mais l'associé de la société interposée premier ou deuxième niveau, en aucun cas ne peut céder les titres de la société interposée. La société interposée peut céder des titres à un autre signataire, sinon non. Donc, entrer de nouveaux titres détenus par un signataire, non. Une fois qu'on a décidé combien on en mettait, on ne peut pas remettre. Il faut signer un nouveau pacte. Entrée d'un nouvel associé, oui, mais attention, la fonction de direction doit être reconduite pour 2 ans. Et entrée du cessionnaire, oui, s'il apporte toute ou partie de ses titres. Mais inconvénient, l'engagement collectif doit être reconduit pour 2 ans. Sortie d'un signataire partiellement ou totalement, non. Pour le cédant qui cède à un non-signataire, il perd le bénéfice de l'avantage. Et attention, on ne l'a pas encore donné, il n'a pas encore bénéficié de la réduction du trail, mais il ne peut plus en bénéficier. Et les autres le conservent si les seuils sont respectés et la fonction de direction. Entrée de nouveaux titres remis en cause, donc non, je ne peux pas remettre dans le sac de billes de nouveaux titres. Sauf, voilà, pour les titres reçus lors d'une augmentation du capital par incorporation des réserves et si les titres ont été attribués à proportion du capital, ce qui n'existe jamais chez moi. Hein. Dans les SAS, non, quand il y a une augmentation de capital, je fais une augmentation de capital qui est proportionnelle au droit de vote ou au droit financier, sauf décision contraire. Donc ça ne marche pas chez moi. Mais je m'en fiche parce que la période entre la signature de l'engagement collectif et la donation, c'est 1 jour chez moi. N'oublie pas que l'avantage, il a lieu au moment de la donation, pas au moment de la signature. Donc voilà. Donc demain, vous allez parler du Dutreil à tous vos clients. Vous faites signer, vous attendez soit vous allez chercher un partenaire pour faire les donations et si vous voulez perdre votre client, dites-lui, allez voir votre notaire. Pas bon ça. Hein. Voilà. La compétence, vous êtes les gardiens des intérêts de vos clients. Sinon, il va vous le piquer. Hein. Et c'est vous qui êtes assis sur le tas d'or. C'est vous qui êtes en relation avec le client. Et confiez vos affaires à des tiers, vous devriez porter le sigle de la Croix-Rouge, je trouve. Enfin, bref. Donc, on n'est pas assez pour faire des métiers correctement. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Simplement axé sur la transmission d'entreprise. Hein. Ça suffit. Donc, alors, on peut avoir des augmentations de capital par augmentation de la valeur nominale ou par augmentation en nombre de titres. Eh bien, j'ai une préférence pour une augmentation de la valeur nominale quand il s'agit d'un Dutreil. Pourquoi? Parce que je ne crée pas de nouveaux titres. L'entrée d'un nouvel associé, oui, possible, mais l'engagement collectif doit être reconduit pour 2 ans. Non, donc, voilà. On perd l'antériorité du pacte, parce que 6 ans, c'est déjà long. Entrée du cessionnaire, pas de remise en cause également, dans le Dutreil. Sortie d'un associé ou cession des titres avant la transmission. Non, pas de cession à un non-signataire de l'engagement collectif. On peut céder à un autre signataire. Alors, on a toujours la possibilité de souscrire de nouveaux pactes. Hein. Et si on fait rentrer un nouvel associé, non, 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 non. À moins que ce soit nécessaire pour respecter le seuil et la fonction de direction. Mais sinon, si j'accepte un nouvel associé, eh bien, on re-signe un nouveau pacte. Avec les titres qui sont déjà soumis à engagement sur l'ancien pacte. Question-réponse ou question-absence de réponse, sortie d'un associé, les titres que l'associé retrayant conserve
que le retrayant conserve sont-ils pris en compte pour le seuil de 17 et 34? Non. Il suffit de la cession d'un seul titre à un non-signataire pour qu'il perde le bénéfice pour l'ensemble de ses titres. Un signataire ne peut pas soumettre de nouveaux titres à l'engagement collectif de conservation. Mais un nouvel associé, lui, peut soumettre ses titres au pacte. Donc, c'est simple, hein? Si vous avez un nouvel entrant ou si vous voulez mettre de nouveaux titres, ce n'est pas possible. Donc, vous signez un nouveau pacte. Si le cessionnaire est déjà signataire, peut-il apporter les titres acquis auprès du cédant? Puisque on a vu que je ne peux pas, moi, qui ai déjà souscrit au pacte, rajouter des titres. Est-ce que le cessionnaire qui est déjà signataire peut-il, lui, mettre? Oui. Donc, oui, bon. Je pense que oui. Voilà. Je passe sur des choses comme ça. Alors, l'idée, c'est que lorsque vous allez rencontrer ce genre de situation, ben, vous reviendrez sur le cours. Mais c'est pas la peine de savoir tout ça. Voilà. Moi, j'enseigne, donc oui, mais vous, non. Puisque vous avez dit coucher, pas bouger. Mais une fois que la donation a eu lieu, c'est ma période, tout de suite, je rentre tout de suite dans cette période, là, aucune opération sur titre, sauf. Donc les voici les opérations autorisées entre la donation et la fin de l'engagement individuel, de l'engagement collectif de conservation, et donc les débuts de l'engagement individuel. Donc 1, autorisation des opérations en capital. 2, l'apport à une holding du trail. C'est tout. Voilà. Le reste, tout est interdit. Donc, préconisation, signer plusieurs pactes sur les mêmes titres ou sur des titres différents, entre les mêmes signataires. Donc ici... Hein, j'ai une petite question. Ah oui, oui, en fait. Quand il y a des sociétés interposées, je signe un pacte du trail au niveau de la holding qui est considérée animatrice. Ça veut dire qu'en dessous, les filiales qui sont en dessous, je ne peux pas les bouger. Si. Bon, voilà. Là, on reprend ici. Hein. Donc j'ai ma holding, elle est animatrice. Qui dit animatrice dit opérationnelle. C'est bon? Et ici, elle détient les titres de la société opérationnelle. Donc, si le pacte est signé ici, sur la holding animatrice peut céder les titres de la société opérationnelle, dès lors que l'animation reste principale. Et on a vu que la holding pouvait céder les titres de la société opérationnelle. Elle n'avait pas ponctuellement à respecter le seuil de 50%, dès lors qu'il y avait un projet de réinvestissement. Okay. Mais ma préconisation, c'est que la holding signe également un pacte ici. Éventuellement, si ma holding ne serait plus animatrice ou le caractère d'animation serait contesté par l'administration, je dirais, ok, mais j'ai celui-là. Mais ici, du coup, là, je ne peux plus vendre la société opérationnelle. Si la holding vend l'opérationnel, ça fait tomber ce pacte-là. D'accord. Ok? Puisque c'est un associé. Un associé, personne morale, mais c'est un associé. Et on a vu, c'est coucher, pas bouger. Sauf avant la donation. Avant la donation, la holding peut céder des titres à un autre signataire. Et si j'ai encore des opérationnels en dessous? C'est pareil. Vous pouvez signer ici, vous pouvez signer ici, vous pouvez signer ici. Ça ne mange pas de pain. Et si je signe pas, du coup, je peux faire tous les mouvements que je veux en dessous. Ah oui. Si je signe que... Ah ben oui, si vous signez qu'ici, toutes les opérations sont autorisées. Mais
qui peut le plus peut le moins. Donc, je vous invite à signer ici. Même si la holding cède, celui-ci il tombe, d'accord. Mais s'il ne cède pas, et que l'administration fiscale nous remette en cause celui-là, Joker. Même un pacte du trait doit être fait pour une SCI qui détient les murs commerciaux, si le pacte du trait tombe sur la principale. Alors, la société civile, elle n'est pas éligible en tant que telle au Dutreil. Elle n'est éligible au Dutreil que si l'immeuble est inscrit directement ou indirectement à l'actif de la société. Alors, la SCI détient l'immeuble qu'elle loue à la société d'exploitation. Oui, et qui est l'associé de la société civile? La holding animatrice. Ah ben là, oui. Si la holding animatrice détient les parts de la société civile, elle est éligible, la valeur de la société est éligible au Dutreil. D'accord, mais si, comme vous disiez dans le même principe, si l'animatrice est remise en question, vous faites un pacte du trait sécuritaire entre la holding et la société d'exploitation, est-ce qu'il faudra en faire un entre la SCI aussi? Non, non, tout l'avantage ici est repris. D'accord, ok. On n'aura que l'avantage à hauteur de la société opérationnelle. Ah oui, bon, parce qu'on peut pas refaire signer un pacte du trait entre la SCI et la holding. Qui n'est pas considéré comme... Ah, non, non, non. Parce que le Dutreil, ici, ça ne va pas. Il doit être signé sur les titres d'une société opérationnelle. Souvenez-vous, hein, l'intention du législateur. Assurer la pérennité et la stabilité du capital des entreprises opérationnelles. C'est par exception qu'elle admet que l'immeuble puisse bénéficier du pacte Dutreil seulement si il est inscrit à l'actif de la société opérationnelle ou de la holding animatrice. Directement ou indirectement? Directement ou indirectement. Ça va? Donc, plusieurs pactes. Si les enjeux en valent la peine, évidemment. Hein. Mais mon client de la semaine dernière, 5 pactes du trail. Ah oui. C'est du copier-coller. Hein. Donc, on sécurise. On sécurise. 2 dirigeants, un veut transmettre sans attendre, l'autre ne sait pas quand. Le CC ne peut prendre fin qu'après la donation. On a vu, hein, la donation doit intervenir au cours de l'engagement collectif de conservation. Excusez-moi, on peut revenir juste sur votre schéma papier, Oui. Sur la SCI. Je n'ai pas bien compris, je suis désolé. Non, 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 au contraire. C'est que j'ai pas été clair. Oh non, j'ai pas compris. Ou alors je veux pas comprendre. C'est plutôt ça. On part de la holding, elle est animatrice, bon, pas de problème. Ok. Elle est requalifiée comme étant pas animatrice. Est-ce que ma SCI qui possède les murs, mais qui est toujours détenue par la holding, finalement remet en question la valorisation dans le pacte du trade des murs de cette SCI ou pas? C'est-à-dire que l'immeuble n'est plus éligible à l'exonération. C'est ça, il n'est plus éligible à l'exonération. Ouais. Parce que la holding a perdu son statut d'animatrice uniquement. Oui. Donc, Les 2 avantages de la holding animatrice. Okay. 1. La holding peut céder des titres des sociétés qu'elle détient sans remettre en cause l'avantage du trail dès lors que l'activité d'animation reste principale. Et on a vu que selon maintenant les dernières jurisprudences, l'administration doit considérer non seulement les 50% de titres animés par la société animatrice, mais aussi tous les actifs qu'elle détient, inscrits à son actif qui sont nécessaires à l'exploitation. Et que le seuil de 50% doit s'apprécier dans le temps. Deuxième avantage de la holding animatrice, c'est quoi? C'est que tous les actifs inscrits... Ah, tous les
les actifs, oui. Tous les actifs inscrits à son actif sont éligibles au dispositif du trail. Donc, 1. Cession de titres de société opérationnelle de FII sans remettre en cause l'avantage, nécessairement. Et 2. Tous les actifs détenus au bilan sont éligibles à l'exonération de 75%. Pas si la holding est passive. Si la holding est passive, et je vous présente mes excuses pour ne pas avoir gardé les formules de calcul, bon, c'est à proportion de l'actif brut de la société opérationnelle. Les actifs détenus par la holding passive ne sont pas pris en compte pour l'abattement de 75%. Donc, quelquefois, vous avez des entreprises qui sont gorgées de trésorerie. À vous de démontrer qu'elle est nécessaire, sinon il faut en sortir une partie. Mais s'il démontrait qu'elle est nécessaire, eh bien vous aurez l'abattement de 75% sur la trésorerie. Pas si elle est passive. Et donc sur la SCI aussi, pour le coup. Eh oui. Eh oui. Et donc, voilà. Parce que c'est inscrit à l'actif. Voilà, si effectivement l'immobilier d'exploitation et l'exploitation est supérieur de 50% à un immobilier non d'exploitation et qu'elle reste passive, l'abattement 75 est maintenu. Répétez voir. Je répète, si la holding qui détient de l'immobilier d'exploitation et de l'immobilier qui n'est pas rattaché à l'exploitation. Oui. Donc là, par exemple, le JC, c'est l'exploitation. Et elle a aussi une SCI qui n'est pas de l'exploitation. Oui. Une autre filiale. Oui. Et que entre la SCI d'exploitation et la société d'exploitation, on est supérieur de 50% par rapport à la SCI qui fait que l'habitation. Oui. On est éligible du trail. On va appliquer les 75% sur les actifs non professionnels, la résidence principale. Et s'il y a la trésorerie qui traite sur la holding, alors quand vous dites on la bouge, je peux la redescendre dans les filiales, donc, pour le coup. Oui, mais attention, si vous descendez dans la filiale, vous ne changez pas le sujet, puisque l'actif, c'est toujours le même. Vous ne modifiez pas la composition, la richesse. Vous descendez la société opérationnelle, ah oui, c'est une dette. Oui. C'est une dette, ça devient une dette. C'est une convention de trésorerie. Oui. Donc c'est la dette n'est pas prise en compte. Oui, ça peut être ça, oui. Mais faites attention, si vous faites ça pour éviter la disqualification du trail, vous voyez bien qu'on est en plein dans l'abus de droit. Hein. Oui, on est d'accord. Non, mais souvent on a tendance à remonter la trésorerie dans les holdings pour faire des placements, mais qui peuvent très bien rester dans les filles. Ah, alors, ma position est la suivante, mais ce n'est que ma position. Ne jamais être pressé de faire remonter des fonds dans la holding. Hein. On est d'accord. Parce que quand ça remonte, on ne peut plus descendre, sauf par des prêts. Donc je préfère conserver la trésorerie dans la société opérationnelle, hein. Sauf exception. Ok, merci. Rien. Donc signature de plusieurs engagements. Voilà. Et on peut avoir plusieurs pactes comme ça. Hein. Un pacte général, puis un pacte avec un enfant, un deuxième pacte avec l'autre enfant. Il faut que la fonction de direction soit exercée dans chaque pacte. Donc, un engagement sur l'ensemble des titres. Si je vends à un non-signataire, je perds l'avantage. Et je peux entraîner B, C et D dans la remise en cause du dispositif du trail parce qu'ils n'atteignent pas le seuil de 34%. Pardon. Et je peux signer plusieurs engagements sur les mêmes titres. J'autorise ma fille B à sortir du dispositif parce qu'elle poursuit ses études et sa vie aux États-Unis ou en Russie. Et à ce moment-là, le pacte en bleu, il perd, mais le pacte jaune perdure parce qu'il est signé, je réunis les conditions. Voilà. Et je peux aussi signer sur une partie de mes titres un pacte et sur l'autre partie un autre pacte. Ça me donne la possibilité de vendre une partie de mes titres
Celui en jaune, si je vends, eh bien, il va sauter, mais le bleu, il va être conservé. Par exemple. Mais attention, hein, chez moi, ne jamais vendre, jamais vendre. Toujours donner d'abord. Parce que tout le monde fait des apports cession. Moi, on est les seuls, maintenant vous allez le faire, hein, mais à dire, tiens, et pourquoi pas l'inverse? Plutôt que faire un apport cession, d'abord, on va faire un apport donation cession, et pourquoi pas l'inverse, une donation, apport, cession. Voilà. Et on peut mélanger les deux, on l'a vu. Dans le cas où vous m'avez dit, tiens, pour les salariés. On a vu qu'on avait un apport donation pour les salariés, et ensuite pour les autres non-repreneurs, enfants, les héritiers, donation, apport, et ensuite vendre à la holding des salariés. Donc, pluralité d'engagement collectif, pluralité de pacte du travail. C'est du copier-coller. La SAS offre l'avantage de pouvoir désigner une personne morale dirigeant et elle offre aussi l'avantage de mettre des droits particuliers de préférence. Donc, avec une SAS, je peux transmettre 99% du capital de mon entreprise en gardant les pouvoirs. Donc, je vais pratiquer l'abattement de 75% du trade sur la quasi-totalité du capital. Alors qu'une SARL, non, je ne peux transmettre que 49% du capital. Et encore, je perds le pouvoir aux AGE. Sauf, souvenez-vous des actions de groupe, actions de préférence de groupe, L228-13, j'ai préalablement, mon cas de la semaine dernière, je vais transformer la SARL indirectement en SAS, avec les actions de préférence reflets. Voici le panorama des sessions au cours de l'engagement collectif de conservation. On a deux périodes de l'engagement collectif de conservation. Un, entre la signature et la transmission, la donation, hein, chez moi. Et deux, entre la donation et la fin de l'engagement collectif de conservation. Alors, on a vu que tout est pratiquement possible entre la signature et la donation, mais je vous invite à vraiment faire suivre la donation rapidement après la signature. Vous viendrez à mes formations. Non, je crois que je forme, il me semble, hein, qu'au sein de l'ARFEC, hein, j'interviens pas mal pour des formations. Hein. Vous viendrez, je ne sais pas s'ils ont pris la donation, le don manuel de titre, mais bref. Mais voilà, moi je vous invite à venir à mes formations, ça, je m'en fiche. J'ai plus rien à gagner maintenant. Mais l'idée, c'est que moi c'est que je transmette mon savoir et que ça soit appliqué par vous-même. Ça m'intéresse. Parce que si je suis seul à le faire, c'est pas rigolo. Vous allez transformer la vie de vos clients. Souvenez-vous, alors non seulement ils voient les 12 millions d'économies, hein, mais en plus, voilà, ils vont consolider les liens familiaux au travers de mes pactes du travail. Incroyable. La puissance qu'on peut avoir et la satisfaction et les insatisfactions actuelles des clients. Hein. Donc, souvenez-vous, donner la donation, puisque vous êtes d'abord des fiscalistes, la donation est la meilleure arme de défiscalisation. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Pas photo. Et tous les chefs d'entreprise que je rencontre, même les CGP ou des experts comptables, quand ils voient la différence, ils disent « Ok, ma SARL, j'abandonne. » Ben oui, mon régime de TNS, j'ai un chef d'entreprise, patron d'un conseil en gestion de patrimoine, qui vaut 4-5 millions d'euros. Et il me dit « Mais Henri, je te remercie parce qu'il eût fallu que je travaille pendant plus de mes 180 ans pour espérer avoir eu la même économie avec ce que tu m'as proposé. » Il avait consulté le grand spécialiste de droit social. Ça me fait rigoler. Hein. Le droit social, pour moi, c'est peanuts. C'est peanuts. Avec ici le Dutreil, vous vous rendez compte, 2,5 millions ou 90 000 euros. Combien de temps le client doit-il travailler pour se constituer une retraite de 2,4 millions?
Non mais quoi? On est où là? Profitez-en. Je ne sais pas si ça va durer. Donc, avant la transmission, tout est permis. C'est sur un signataire de l'engagement collectif? Oui. C'est sur un non-signataire? Non. Celui qui cède perd le bénéfice. Entre la transmission et la fin de l'engagement collectif, c'est sur un signataire de... Non, 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 non. Tout est interdit. Voilà. Donc, coucher, pas bouger, sauf exception. Les personnes physiques ou réputées signataires, hein, donc non, chez moi, tout le monde est signataire. Donc, avant la signature du pacte, avant la conclusion de l'engagement collectif de conservation, faire entrer tout le monde au capital pour un titre. D'ailleurs, même si le texte a supprimé l'obligation qu'il y ait pluralité d'associés, donc a priori tout le monde s'est réjoui de la possibilité pour une holding de seul de signer l'engagement collectif de conservation, moi j'y crois pas. Je fais rentrer tous les enfants, non seulement parce que j'ai une incertitude du texte par ailleurs, mais surtout pour consolider la fonction de direction et pour pouvoir inclure la participation de l'associé dans le seuil de 34 et de 17%. Vraiment, faire associer tous les enfants pour un titre avant la conclusion d'un pacte du travail. Parce que pour le donataire, pour le calcul du seuil en pourcentage, on retient les titres détenus par les associés signataires de l'engagement collectif et non pas réputés signataires. Il y en a qui disent non, non, ce n'est pas l'intention du législateur. Mais l'intention du législateur, on ne l'a pas. Une instruction fiscale, c'est con par nature, excusez-moi l'expression, mais voilà, on ne dit pas pourquoi. Une instruction fiscale, on obéit. Ou alors on peut la contester, mais voilà, ça peut coûter cher. Les ayants cause sont réputés signataires de l'engagement collectif, mais la qualité d'ayant cause, la qualité de signataire n'est acquise qu'au moment de la transmission à titre gratuit. Donc, j'en déduis qu'un enfant qui est associé d'une holding qui ne détient aucun titre de la société opérationnelle, eh bien, j'en déduis que la participation qu'il détient dans la holding n'est pas comptabilisée pour le seuil de 34 et de 17%. La plupart vont dire non, non, non. Démontrez-moi le contraire. Démontrez-moi que le texte l'autorise. Et chez moi, tout ce qui n'est pas autorisé au sens fiscal est strictement interdit. Je n'ai pas envie de jouer avec ça. Quand je montre les Dutreil droit de mutation avec et sans, je n'ai pas envie de prendre le risque, moi, d'avoir mal conseillé mon client. Donc ça, boum. Mais on ne prend aucun risque. À partir du moment où on le sait, donc c'est ça, faire entrer tous les enfants dans le capital de la société pour un titre avant la signature, et le reste, vous dites coucher, pas bouger. Et vous prenez aucun risque. Ne rentrez pas dans le détail avec le client, ne vous transformez pas en formateur du pacte du trail. Non, ça n'a aucune utilité. C'est si le client à un moment donné veut bouger, vous allez replonger dans le cours ou dans les instructions fiscales. Si je fais une donation de la nue propriété, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Attention. Et non, je ne crois pas qu'il s'agit d'un abus. Alors, il faut regarder les intentions du... Alors, moi, je fais de la formation, j'ai le temps, et c'est mon travail, de regarder un peu les rapports avant la loi, les rapports de préparation de la loi. Hein. Donc, mais il y en a qui ont pété les plombs, mais on voit bien que ce ne sont pas des chefs d'entreprise qui ont dit ça. Ah oui, non, mais si c'est une donation de propriété, hein, ça suppose une véritable transmission des pouvoirs au nu propriétaire et, réponse ministérielle Roubaud, la perte des pouvoirs est irréversible. Je ne sais pas si ça tient la route, hein. Voilà. Mais, alors, est-ce qu'il peut y avoir abus de droit pour transformation préalable de la société en SAS? Vous m'avez posé la question, je réponds. Il est impératif que toujours, si c'est pour éluder le problème du démembrement et des pouvoirs, oui, c'est de l'abus de droit. Mais si, dans mes statuts, j'ai expliqué pourquoi
Et là, les motivations économiques de transformation en SaaS, ce n'est non discutable. Hein. Éviter les problèmes de la... Enfin, il y a tout... Alors, dans mes statuts, j'ai toujours un préambule, éventuellement, hein, pour les enfants mineurs. Peuvent-ils être associés? Oui, oui, oui. Et puis, deuxième article, finalité de la société. Et j'explique, j'ai une page qui explique pourquoi j'ai transformé ou pourquoi j'ai créé en SaaS. Voilà. Dissocier l'avoir, le pouvoir, les droits financiers, pouvoir, comment dirais-je, se séparer, pouvoir exclure un associé indésirable à tout moment, donc mes clauses d'exclusion, hein, donc mes clauses d'inaliénabilité indirectement aussi, hein, pour respecter le pacte du trade, toutes les actions sont inaliénables, c'est pour renforcer les clauses d'agrément, par exemple, vous voyez, j'ai plein de motivations. Et ma pratique, c'est d'inscrire, quelle que soit la forme juridique, alors je ne crée plus des SARL hein, maintenant, quelle que soit la forme juridique, société civile ou SaaS, je vais expliquer pourquoi je crée la société. Pour démontrer notamment que le but n'est pas fiscal, ou principalement fiscal. Je vous invite, dès lors qu'il y a des économies fiscales, et là on est en plein dedans, hein, eh bien que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Je vous ai dit que je n'avais pas eu de contentieux avec l'administration. Alors, j'ai failli en avoir un, mais un gros, hein. Je fais économiser plusieurs dizaines de millions d'euros par an à mon client. Les revenus fonciers, il n'y en a plus, et pour avant, ce n'est pas une cession d'usufruit temporaire, c'est mieux. Bref. L'administration fiscale est venue, elle me dit, oh là, enfin, elle a dit à mon client, oh là, abus de droit, enfin, truc, moi je vous attaque sur le terrain de l'abus de droit. C'est moi qui ai proposé le schéma. Et le client s'est dit, bah, Angle Royal, il est gentil, mais c'est qui lui d'abord? Et donc, il s'est entouré du président du conseil de surveillance de Francis Lefebvre. Bon. Et j'ai eu des... Alors, au début, ils ont rigolé. Ils disent, ah, encore un truc, encore un CGP à la con. Et puis, quand il a vu tous les actes, je les ai eus en visio, et ils m'ont dit, respect, Monsieur Royal, vous ne n'avez aucun risque de requalification en abus de droit fiscal. Moi, je leur réponds, vous savez, le risque zéro dans ce domaine-là, il n'existe pas. Mais il me dit, mais vos motivations économiques, ce sont des avocats fiscalistes. Les avocats fiscalistes, ils vont raisonner fiscalité. Donc, quand vous allez leur dire un schéma, ils vont vous dire, non, 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 ça c'est de l'abus de droit. Non, 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 ça c'est pas de l'abus de droit. Non, non, c'est pas comme ça. C'est, à chaque fois, les motivations économiques doivent l'emporter sur les considérations fiscales. Et comme j'explique tout, y compris dans mes statuts, quand il n'y a que ça comme acte, mais tout ce qui est déposé, je dépose tout auprès de l'administration fiscale. Et quand l'inspectrice régionale de Toulouse, j'ai accepté, enfin, je lui ai demandé un rendez-vous, elle m'a dit, mais vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû... Je dis, comment? Vous êtes en train de me dire que le fait de ne pas avoir opté pour l'IS est constitutif de l'abus de droit fiscal? Ça, j'ai jamais vu ça. Alors, évidemment, hein, j'ai fait la collection de tous les rescrits fiscaux, et de toutes les réponses du comité d'abus de droit fiscal. Hein. Je les ai tous dans la panoplie. Hein. Donc je sais à peu près où je peux aller. Voilà. Mais je motive. Et dès lors que les motivations... Alors je ne propose pas des schémas. C'est pour ça que je ne propose pas des montages à là, à ci, à... Non. Dès lors qu'une opération peut se réaliser pour tous les clients indistinctement, j'y vais jamais. Exemple. La cession d'usufruit temporaire. J'en ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'en fais à un client là, je l'applique à celui-là, je l'applique à celui-là indistinctement. Et celui qui ne le faisait pas, il perdait son client. Donc vous étiez, vous, expert comptable, dans l'obligation de le faire, pas moi. J'ai eu des propositions pour faire du conseil auprès donc comme ça. J'aurais pu être riche, on va dire ça comme ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des schémas qui soient totalement personnalisés
pour lesquels les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Et je dors sereine. J'ai jamais eu de panique, sauf ce client-là qui m'a fait paniquer à un moment donné, enfin, qui m'a pas, je panique jamais, mais qui m'a fait réfléchir un peu, mais je dis, mais non, les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Et quand l'inspectrice m'a posé la question, ben, je lui ai ressorti tous les documents que j'avais déjà préalablement transmis à l'administration fiscale. Je dis, ce n'est qu'un rappel. Vous voyez, je n'explique pas a posteriori. J'y vais si, au préalable, les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. C'est tout. Voilà. C'est bon? C'était un aparté. Donc, qui signe entre l'usufruitier et le nu propriétaire? Bien, ici, hein, c'est en principe les associés qui signent. Mais, alors je suis allé un peu vite, démembrement avant la transmission, ils doivent signer ensemble l'engagement collectif de conservation. Mais si j'ai transmis avant, j'ai raté le coche, hein. Si j'ai transmis avant la nue propriété, c'est que là, il y a un défaut. Hein. C'est que je n'ai pas bénéficié du Dutreil. Titre qui dépend d'une communauté, si un seul des époux est associé, il signe seul un engagement collectif, et si les deux époux sont associés, c'est un acte d'administration, un seul peut signer. L'autre est réputé signataire, mais vous savez ce que j'en pense. Hein. Changement de régime matrimonial possible en cours de l'engagement collectif, y compris au cours de l'engagement individuel de conservation. On peut changer de régime, on peut faire tomber... Alors, tiens, mon client la semaine dernière... Changement de régime matrimonial, il passe de la séparation de biens à la communauté. Tiens, il se trouve qu'en plus, ils vont faire des économies fiscales, mais c'est pas pour ça que je le fais faire. Hein. Vous avez des personnes qui font un changement de régime pour qu'ils donnent à deux. Moi, je ne fais pas. Pour moi, ça, c'est constitutif de l'abus de droit fiscal en l'absence des motivations économiques. Et la motivation économique ne peut pas être la protection du conjoint, puisque ensuite, je donne les titres aux enfants. Donc, il faut trouver autre chose. Non. Il est écrit que la philosophie est totalement, même si on se marie en régime de séparation, la philosophie de vie est totalement communautaire et je peux le démontrer. Ils se marient en régime de séparation parce qu'on leur a dit que c'est le régime qu'il faut adopter quand on est chef d'entreprise. Il faut arrêter avec ça. Hein. Ça, c'est une croyance encore. Hein. Donc, là, on fait tomber l'entreprise en communauté, la totalité du patrimoine en communauté, et c'est vrai que on va faire réaliser des économies fiscales en donnant à deux des biens de la communauté. En indivision, tous les indivisaires doivent signer. Mineurs et majeurs protégés, un parent peut seul signer le pacte du travail. Je passe sur le régime de protection de l'enfant mineur non émancipé, mais l'idée, alors, j'attire votre attention sur, alors vous avez vu, hein, moi quand c'est petit c'est mignon, hein, voilà. Au moins ils n'ont rien à dire, surtout quand je mets des conditions un peu bizarres dans mes pactes adjoints. Mais quand vous avez des enfants mineurs, voilà, j'ai eu le cas récemment, enfin oui, au début d'année, je fais pour un client, il n'y a pas eu de pacte du travail, mais on fait une opération donation, apport, vente. Tous les confrères des autres, c'est un gros cabinet de laboratoire d'analyse, et tout le monde fait apport, donation, cession. Et comme ils vendent, eh ben, il va falloir qu'ils réinvestissent tous dans du private equity. Ça me fait rigoler, hein, ça. Hein. Piège. Et il est le seul à faire l'opération inverse. Et les avocats en face, ils étaient malheureux de ne pas avoir proposé ça à leurs clients. Et c'est un grand cabinet. Et ils me disent, Monsieur Royal, vous faites n'importe quoi. Enfin, ils ne me le disent pas directement, je pense qu'ils devraient oser pourtant. Mais ils disent à leurs clients, mais votre conseil, là, qui sait, de toute façon, il fait, non, on ne peut pas donner des actions à des enfants mineurs. Ou alors, si vous donnez des enfants mineurs, pour apporter à société, il faut impérativement l'accord du juge aux affaires familiales. Ils ont raison. Attention, on ne sait pas pourquoi. En 2016, le législateur a introduit une nouvelle condition, même lorsque l'autorité parentale est confiée aux deux parents
Il faut impérativement l'accord de juge pour faire des actes de disposition sur les actions appartenant à l'enfant mineur. Les SARL ne sont pas concernés. Donc si je fais une donation puis un apport, si je n'ai pas pris des précautions nécessaires, on va voir laquelle, il faudra l'accord du juge pour faire l'apport de ces titres d'action à la société holding. Moi, j'en veux pas de cet accord du juge, qui risque de refuser plus d'une fois sur deux parce qu'il ne comprend rien. Surtout s'il voit, bon bref. Eh bien, dans l'acte de donation, donc dans le pacte adjoint au don manuel, vous avez tout intérêt à utiliser l'article que je nomme 384 du Code civil pour écarter les règles de l'administration légale. Dans l'acte de donation, alors les notaires peuvent le faire, mais ils ne le font jamais. Hein. C'est pour ça que il vaut mieux qu'ils passent par vous ou par moi plutôt que par les autres, parce que c'est mal rédigé. Donc je fais une donation, j'écarte les règles de l'administration légale, je peux même écarter les pouvoirs de l'autre parent de l'enfant, dont je suis en train de divorcer, tout à fait possible. Hein. Et je me nomme moi seul administrateur, et au moment d'apporter les actions à la holding, je n'ai plus l'autorisation de juge à recueillir, puisque c'est moi que j'ai nommé moi-même administrateur des biens donnés à l'enfant mineur. Et vous ne pouvez le faire que dans l'acte de donation ou par testament. Mais ici, on est dans la donation, non? Donc, attention, enfant mineur, oui, pacte du travail, mais s'il s'agit d'actions, et comme j'ai transformé la SARL en SAS pour introduire des préférences, attention, dans le pacte adjoint au don manuel, une des premières clauses qui doit figurer, c'est écarter les règles de l'administration légale et je me nomme administrateur des biens donnés à l'enfant. Ça va? Impératif, hein, chez moi. Je passe sur l'administration légale. Avez-vous des questions ?